Bonjour et bienvenue dans Behind the Mic, le podcast de Micropole. Nous sommes aujourd'hui avec Laurent Rambaud, Yann Coïc, Laurent Quinet et Yves Collinet. Dans cet épisode, nous allons aborder la data et l'IA au service de la transformation des métiers de l'innovation. Yves, je te laisse la parole. Bonjour à tous, je m'appelle Yves Collinet, je suis directeur du programme Data Booster chez Micropole. Alors aujourd'hui, on va parler de la collaboration entre les startups et les entreprises de type corporate, j'appellerais entreprises établies. Alors, le contexte aujourd'hui, c'est que le cloud, l'IA, les technologies qui supportent les enjeux de durabilité ou encore tout ce qui est applications intelligentes telles que les chatbots font partie vraiment des principales innovations et tendances technologiques de 2025 et des années à venir, selon le cabinet Gartner. Améliorer votre valeur ajoutée pour vos clients, garder une longueur d'avance sur vos concurrents et trouver des startups qui vous maintiendront à la pointe de l'innovation n'a jamais été aussi stratégique. Pour stimuler cette innovation, le corporate venturing est de plus en plus populaire. Le sujet commence d'ailleurs à être au cœur de l'attention des milieux académiques et des cabinets de consultance, tels que de PwC par exemple. À peine 5 ans, 25% des grandes entreprises déclaraient faire appel à des startups, des scale-up, et aujourd'hui, plus de 80 des grands corporates se sont lancés. Donc on voit vraiment une tendance lourde sur le sujet. Ces collaborations peuvent d'ailleurs prendre des formes très différentes, dont la plus connue évidemment est la prise de participation. Mais nous allons parler de tout cela avec mon invité de ce jour, Laurent Quinet de Novable. Bonjour Laurent. D'ailleurs, dans ton livre sur le sujet, Corporate Venturing, tu nous décris plus de 50 formules d'engagement avec les startups et une centaine d'objectifs stratégiques ou opérationnels qui peuvent être adressés avec le Corporate Venturing. Exactement. Alors, merci d'ailleurs d'être là ce matin. Tu vas nous parler d'ailleurs de la plateforme que chez Novable vous avez mis en place. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais nous parler de c'est quoi Novable? Alors, Novable, c'est une start-up belge, mais qui opère dans le monde entier. C'est une plateforme SaaS qui aide les professionnels de l'innovation au sein des grandes entreprises et institutions à identifier, valider et entrer en contact avec les sociétés innovantes, les start-up, qui sont les plus pertinentes pour aider leur processus industriel, leur stratégie d'innovation, de transformation ou de croissance. Donc en fait, on scoute des startups pour des besoins industriels et on le fait en utilisant l'IA, la data et l'expertise humaine. Super, on va détailler tout ça. Je voudrais juste au passage ajouter que Novable fait partie de ce fameux programme Data Booster dont je parlais en intro. Nous sommes nous-mêmes utilisateurs de non seulement de la méthodologie Corporate Venturing Framework dont tu vas nous parler brièvement, ainsi que de la plateforme Novable dans tout ce qui concerne l'activité de recherche de solutions et de start-up pour tout ce qui concerne nos propositions et nos solutions à l'accélération de la transformation du business de nos grands clients au travers de la valorisation de leurs data et de l'IA. Ce programme d'ailleurs Data Booster est actif depuis plus de 4 ans dans le groupe Micropole et on accompagne chaque année 3 à 5 scale-up dans leur conquête de marché. Voilà, ceci dit, ce serait peut-être bien que tu nous parles un peu des challenges et des besoins que vous adressez et qui vous sont confiés par vos clients. Oui, en effet, tu le disais en intro, le corporate venturing, donc c'est-à-dire la collaboration entre grands groupes et startups, est une tendance de fond qui évolue très vite et qui parfois manque encore un peu de professionnalisme, raison pour laquelle nous avons développé ce framework du corporate venturing et publié le livre. Euh, En fait, les raisons sont assez nombreuses. Il y a une pression concurrentielle, une pression financière sur les grands groupes. Euh, la- il y a différents enjeux, je vais dire, différents défis dans le monde que les grandes entreprises doivent relever. Alors, il y a eu le Covid, il y a les exigences de durabilité, il y a la lutte contre le changement climatique, il y a la nouvelle génération qui arrive sur le marché du travail. Donc, il y a énormément de choses à faire pour transformer les entreprises et la taille de cette table est telle que les entreprises ne peuvent pas faire ça toutes seules. Donc, elles sont obligées de recourir à l'aide extérieure. Et l'aide extérieure, ce sont les sociétés plus petites, plus innovantes, plus agiles, donc les startups. Alors, il y a, comme tu le disais aussi, une évolution dans les modes d'engagement entre grandes entreprises et startups.
Maintenant, on est bien plus loin que la prise de participation ou l'organisation d'un accélérateur corporate. De plus en plus, les grandes entreprises collaborent sur des projets industriels avec des startups. Et donc, la plupart des cas d'usage qui nous sont confiés sur la plateforme Novable, c'est la recherche de startups qui maîtrisent une technologie, une méthodologie, une conception pour intégrer une chaîne de valeur industrielle. Donc c'est très souvent très appliqué, très ingénieur. Il s'agit vraiment de collaborer sur des projets réels. Donc par exemple, on pourrait citer des exemples dans différentes industries. Euh, L'industrie la plus représentée chez Novable, c'est l'énergie, qui est un secteur particulièrement sous pression, puisque les exigences, la régulation supranationale impose les énergéticiens à verdir leur production, etc. Et donc, ils sont quelque part obligés de collaborer avec des startups pour accélérer cette transition. Un autre secteur intéressant, bien représenté chez nous, c'est le luxe. Le luxe qui, par définition, en fait, se nourrit d'innovation dans différents secteurs, hein. Ça peut être l'horlogerie, tout, hein. L'innovation est dans l'ADN en fait de ce secteur-là, et donc la collaboration avec des jeunes startups fait partie de leur colonne vertébrale. Ou alors les FMCG, hein, les Fast Moving Consumer Goods, où là, il s'agit d'optimiser les processus de production, de réduire les coûts infrastructurels, de façon aussi très très ancrée dans les processus. Donc voilà, il y a énormément de cas d'usage et contrairement à ce qu'on pourrait penser de l'extérieur, c'est très très appliqué. Ok. Mais donc, Novable dans tout ça, pour nous parler un peu de cette plateforme-là, apparemment, j'ai cru comprendre que vous utilisez les données de plus de 4 millions de startups et Oui. que vous êtes complètement, je dirais, intégré, vous intégrez complètement de l'IA dans vos processus. Parle-nous un Ah, peu de tout ça. alors oui, tout à fait. En fait, nous avons développé une technologie qui est capable de comprendre l'activité réelle des entreprises que nous suivons de façon granulaire, en temps réel et automatiquement, et donc à l'échelle. Et donc en fait, on s'adresse aux professionnels de l'innovation qui ont besoin de savoir ce que font les entreprises. Et pour le savoir, on utilise une technologie basée sur l'IA qui lit tout ce que ces 4 millions de startups ont publié et résume, comprennent l'activité réelle. Et la technologie match cette offre avec la demande exprimée dans des briefings qui sont déposés sur la plateforme Novable. Et donc le briefing est aussi compris par l'IA et en fait il s'agit un peu comme Tinder de faire le lien entre l'offre et la demande. Alors il y a aussi une grande composante data évidemment là derrière puisque pas d'IA sans data. Et donc ce que Novable fait c'est d'automatiser la collecte de données relatives aux startups du monde entier, de façon à améliorer encore et encore cette compréhension fine des activités. Et donc, on automatise l'identification des sources, on automatise la collecte des données et leur optimisation pour nos algorithmes. Donc, effectivement, là, on traque un peu plus de 4 millions d'entreprises innovantes. On dit start-up pour faire simple, mais il peut s'agir de PME, d'ASBL ou de département de recherche universitaire aussi. Super. Merci beaucoup, Laurent, en tout cas pour cette introduction. Très riche, qui appelle entre beaucoup d'autres questions, mais je pense que c'est intéressant maintenant pour nous de passer dans l'illustration en fait de ce qu'est le corporate venturing et en quoi les enjeux du corporate venturing aujourd'hui sont en train d'évoluer avec cette digitalisation des métiers au sens large et de l'innovation plus spécifiquement dans notre échange aujourd'hui. Donc on va accueillir aujourd'hui deux nouveaux intervenants pas des moindres, vous allez le voir, puisqu'il s'agit simplement de Ian Coic de EDF Pulse Venture et de Laurent Rambaud de NJ New Venture. Donc bonjour Yann, bonjour Laurent, bienvenue et je vous laisse échanger avec Laurent. Parfait, merci Yves. Bonjour Yann, bonjour Laurent.
Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour illustrer un peu la première partie de notre conversation avec Yves et notamment sur les objectifs stratégiques que poursuivent les grandes entreprises avec l'innovation ouverte et le corporate venturing. Et donc, ce sera l'objet de ma première question à chacun d'entre vous, c'est pourquoi et dans quel objectif vos groupes respectifs déploient des activités de corporate venturing et d'engagement avec les startups. On va peut-être commencer par Laurent chez Engie. Oui. Aujourd'hui, le corporate venturing chez Engie a deux objectifs stratégiques, hein, en plus d'un objectif de performance financière. Le premier objectif, c'est un objectif de veille de marché. Et puis le deuxième, c'est un objectif de création de synergie commerciale avec nos entités opérationnelles et les startups dans lesquelles on investit. Alors, grâce à ces objectifs, on pense contribuer à l'innovation externe et à faire d'Engie le meilleur énergéticien pour la transition énergétique à l'horizon 2030. C'est notre objectif principal. Et à ce titre, dans le portefeuille d'Engie, on a réussi à développer 80% d'Engie New Ventures, pardon, on a réussi à développer 80% de collaboration avec nos startups on en compte une trentaine aujourd'hui dans le portefeuille. Et toutes ces solutions innovantes, elles sont là pour accélérer la transition vers le système énergétique de demain. Oui, c'est très clair et à mon avis, c'est ce qui préoccupe la plupart des énergéticiens maintenant. C'est quand même une tendance, je vais dire, globale. Et chez EDF, Yann? Ça recoupe un peu aussi, hein, les objectifs d'Engie, bien évidemment. Mais pour faire un petit step back, le corporate venturing, ça fait partie d'une démarche globale d'innovation. Et EDF a décidé de placer l'innovation aussi au cœur de sa raison d'être. Et pour décarboner de manière efficace et rapide, puisque les objectifs sont ambitieux, tant à l'échelle du groupe, mais aussi à l'échelle française et européenne, il est essentiel d'innover pour pouvoir aller plus vite. Et donc, investir dans des startups nous a paru un moyen indispensable pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés collectivement à l'échelle du groupe, mais aussi à l'échelle de l'Europe. Et donc, l'objectif du corporate venturing, c'est bien sûr à la fois d'accélérer le développement de nos métiers, d'en découvrir de nouveaux, d'apprendre aussi, hein, des manières de faire, parce que investir dans des startups, ça permet aussi de découvrir des nouvelles manières de travailler, souvent et parfois plus efficaces. Et enfin, j'ai envie de dire, le corporate venturing, ça permet d'isoler une poche de risque au sein d'un grand groupe. C'est souvent pas le métier des business units d'aller prendre un risque sur une startup, parce que c'est un métier qui est à la fois à la frontière de l'investissement et de quelque chose de plus technique, hein. Et créer un corporate venturing, ça permet d'isoler cette poche de risque et du coup à la business unit de plus s'en soucier. Et au contraire, au corporate venturing, de faire cette liaison entre la business unit et la startup, d'être aussi un traducteur. Parce que dans un grand groupe, c'est compliqué de s'y retrouver, c'est compliqué de comprendre. Et donc, le corporate venturing est à la fois un preneur de risque et aussi un passeur, en fait, entre les startups et les différents métiers. Donc, pour toutes ces raisons, aujourd'hui, il est indiscutable que le corporate venturing a sa place dans un grand groupe industriel. Et ce qu'on voit en plus par ailleurs, hein, c'est que le corporate venturing en France s'est largement développé ces 10 dernières années et qu'on est loin d'être seul. Oui, effectivement, hein, on parle de plus de 80% des corporates qui ont déjà collaboré avec des startups en Europe, on en parlait tout à l'heure. Il y a deux points intéressants que vous avez mentionnés, Yann, et qui recoupent un peu euh, quelques sujets abordés dans le livre. Le premier, c'est que les qualités, ou en tout cas les avantages qu'on peut attendre d'une collaboration avec des startups ne sont pas limité au core business, ou en tout cas à la production de base, mais dans les fonctions de support, ça peut aussi être très utile, comme amener un vent de fraîcheur dans des techniques de management ou simplement dans la prise de feedback. Et le deuxième point que vous avez abordé, et qui fera le lien avec ma deuxième question, c'est qu'évidemment, il s'agit de faire danser un gorille avec une souris. Hein, ce sont deux types d'animaux assez différents, et notamment aussi dans la terminologie, dans le langage, dans la relation au temps et au risque. Et donc,
les CVC sont plus ou moins liés au vaisseau amiral, à la maison mère. Et il y a des avantages et des inconvénients dans la proximité comme dans la distance. Et donc, l'organisation du corporate venturing dans des grands groupes comme les vôtres a un impact énorme sur son efficacité. Et donc, la question que je voulais vous poser, on va revenir chez Engie, c'est comment votre activité de corporate venturing est organisée pour optimiser peut-être la performance ou le, les objectifs que vous cherchez à atteindre. Alors nous, on est assez proche de la maison mère, si vous voulez. Et on fait partie d'une structure qui regroupe toute la recherche et l'innovation. Donc on a les centres de recherche, on en a en France, en Belgique, à Singapour, l'Open Innovation aussi, et le Corporate Venturing. Notre équipe, c'est une dizaine de personnes, basées essentiellement à Paris, mais aussi aux États-Unis, et on travaille avec une représentation en Israël pour nous faire du sourcing. C'est un hub d'innovation assez important. On investit des tickets entre 1 et 5 millions pour prendre des participations entre 5 et 15% au capital d'une startup. Et on participe surtout au premier tour de financement d'une startup, c'est-à-dire ce qu'on appelle les seed et les séries A. Alors aujourd'hui, on a investi dans une trentaine, on a investi dans une soixantaine de startups. Il en reste 30 dans le portefeuille, en se concentrant sur l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. Et principalement, l'Europe aujourd'hui représente 50% de nos investissements, car c'est là où euh, l'innovation se recoupe le mieux avec la présence du groupe Engie. Car la proximité avec nos business est clé, comme j'ai exprimé. Hein. On cherche avant tout à établir un avantage stratégique dans nos investissements, donc à établir des collaborations et des synergies commerciales. Euh, Peut-être un dernier point sur nos focus. Nous, on se focalise sur la transition énergétique. Dans les statuts d'Engie, le groupe s'est engagé à atteindre le net zéro carbone en 2045 sur les 3 scopes. Donc ça inclut nos clients, nos partenaires et nos fournisseurs. C'est quand même un objectif assez important. Ce qui a pour conséquence que Engie New Ventures se focalise principalement aux 3 piliers suivants, l'efficacité énergétique, l'électrification à base de renouvelables, on y inclut le stockage d'énergie, et les gaz renouvelables, c'est ce qu'on appelle, nous, l'alliance de la molécule et l'électron, qui est primordiale pour atteindre cette transition énergétique juste. Oui, on voit bien que votre activité de corporate venturing est très liée à l'innovation, dans la structure d'innovation du groupe. J'imagine que c'est un peu pareil chez EDF. Yann. Ouais, ouais, tout à fait. On est assez proche dans notre organisation aussi d'Engie, au sens où ce qui est clé pour nous, c'est la synergie. Et donc, on ne fait pas du corporate venturing que pour le rendement financier, parce que même si on tombait sur une pépite, c'est pas ça qui va changer la face ou la dette du groupe EDF. Donc, on fait vraiment ça pour les métiers et pour trouver la rupture et aller plus vite. Donc, on est proche du groupe. Néanmoins, on a un véhicule d'investissement dédié et on a la possibilité de prendre du risque et donc de gérer notre poche de risque comme on l'entend, ce qui nous donne une certaine agilité puisqu'on s'est rendu compte que pour pouvoir euh, être efficace dans le monde des startups, il fallait pouvoir aussi être rapide et pouvoir se battre avec les mêmes armes que les fonds, par exemple, pas seulement dans un esprit de compétition, mais aussi dans un esprit de crédibilité. C'est-à-dire que pour pouvoir être efficace, il faut être crédible sur son monde-là, et pour être crédible, il faut être au standard de marché. Donc, on a essayé de s'aligner sur les standards de marché, d'acquérir un peu de souplesse vis-à-vis des règles du groupe pour pouvoir être plus rapide dans l'exécution des transactions, parce qu'on est sur des temps qui sont courts hein, dans le corporate venturing. Le M&A, on peut compter presque en années. Le corporate venturing, c'est en quelques mois. Donc on a réussi, tout en restant au sein du groupe, à avoir des règles de gouvernance qui nous permettent d'être rapides et de prendre cette prise de risque. Et donc aujourd'hui, on est une dizaine de personnes, essentiellement en France et en Grande-Bretagne, parce que c'est l'autre centre de gravité du groupe. Euh, et
peut-être une des particularités aussi, c'est que on est vraiment très lié à deux de nos atouts, c'est-à-dire que les startups, quand elles viennent nous chercher, elles veulent le marché EDF, elles veulent aussi la compétence technique du groupe EDF. Et donc nous, on est très proche à la fois de la R&D, c'est la compétence technique, ça peut être dans des sujets deep tech aussi, la validation et l'apport d'une expertise, et des business units, qui sont le marché potentiel de nos startups. Et on est présent sur l'ensemble du process d'investissement pour pouvoir avoir cette vraie compétence. Et quand je dis l'ensemble du process, c'est-à-dire on réalise des études stratégiques qui permettent de dériver des tests d'investissement. Et ensuite, à partir de là, on va scouter les startups. Et nos RI, donc nos responsables d'investissement, sont présents de l'analyse stratégique jusqu'au désinvestissement. Ce qui permet d'avoir une continuité et une vraie expertise. Et donc, on a des gens qui restent relativement longtemps dans les équipes quand on compare à d'autres secteurs, Oui. euh, parce qu'il y a un vrai besoin d'acquisition de compétences sur la durée. Oui, donc du coup, les, les contraintes, ou en tout cas la gouvernance est importante justement pour que ça se passe bien et en retirer le maximum. Chez NJ, Laurent, ça se passe comment post-deal au niveau gouvernance? Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Yann, on a aussi une structure complètement indépendante du groupe, hein, une structure décisionnelle, un comité d'investissement avec ses règles propres pour nous permettre aussi cette agilité. J'abonde dans ce qu'a dit Yann, qui est primordial dans notre métier. Et sur post-investissement, de la même façon, les directeurs d'investissement chez nous sont responsables de contribuer à développer ce partenariat, qui est notre vraie valeur ajoutée par rapport à des fonds purement financiers. Euh, c'est ce qui fait notre intérêt et notre raison d'être au sein du groupe, mais c'est aussi ce qui fait que les startups viennent vers nous parce qu'elles aussi, elles cherchent l'accès à nos métiers, à notre expertise et à nos marchés. De la même façon que ce que vient de décrire Yann. Donc, in fine, s'assurer que la personne qui a proposé l'investissement, qui va être au board de la société dans laquelle on a investi, est aussi responsable d'une certaine façon euh, de contribuer à développer ces partenariats. C'est notre meilleur argument auprès des startups pour qui viennent nous solliciter à l'avenir et c'est notre meilleur faire-valoir pour les prochains deals. Ouais. Yann, quelque chose à ajouter sur la gouvernance post-exécution du deal? Euh, oui, alors ce que je voulais ajouter, c'est dans l'esprit un peu de ce que j'ai dit précédemment, c'est que ce qui est essentiel pour que la coopération se passe bien avec la startup, c'est que le corporate venture il soit perçu de manière positive et par la startup et par les partenaires financiers à côté au moment du deal. Et donc, quand je dis perçu de manière positive, c'est-à-dire qu'il ne soit pas perçu comme un organe qui soit le pré-M&A du groupe et qui vienne sucer la substantifique moelle de la startup ou couper la startup de son marché. Et donc, je voulais juste rappeler que dans cet esprit-là, l'ensemble des corporate ventures français a fait un gros effort ces dernières années, c'est-à-dire que on s'est réunis, on se réunit régulièrement pour aligner nos pratiques, les amener aux standards de marché et faire qu'aujourd'hui, entre un investissement d'un corporate venture, en tout cas en France, et l'investissement dans un fonds, dans les conditions qui sont posées, les conditions à la fois financières, mais aussi les conditions juridiques, il y a, quand je dis très peu de différence, c'est un euphémisme, pour moi, il n'y en a pas. Et donc, ce que vient apporter le corporate venture en plus, c'est cette synergie. Et donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire, alors, forcément, je fais la promotion des corporate ventures, mais on apporte quelque chose en plus. Ce quelque chose en plus, c'est la synergie, sachant que les autres conditions sont les mêmes. Et donc, pour crédibiliser cette synergie, tout comme NJ, ce qui est important, au départ, c'est de pas vendre du rêve. Donc, c'est aussi d'être transparent sur la difficulté à pénétrer un grand groupe quand on investit dedans. Mais c'est aussi montrer que nous, en tant que corporate venture, on est un peu la clé qui va ouvrir les portes
et les méandres du grand groupe. Et donc notre rôle, il est là, et c'est pour ça qu'on nous, comme NJ, hein, on demande une place au board. Parfois maintenant, de plus en plus, on met une personne qui est dédiée aussi au board à la constitution des synergies, parce que c'est un travail en soi. Et donc, on suit la startup et on l'aide à réaliser le cas d'usage pour lequel on a investi euh, à ses côtés, au bénéfice à la fois du groupe, mais aussi de la startup. On est vraiment dans un win-win. Ce qui fait que post-transaction, tant que la synergie est là, nous, on reste dans la startup. On n'a pas de durée d'investissement prédéfinie. Et on n'a pas de difficulté non plus, et ça c'est important de le souligner, à sortir de la startup soit quand on est arrivé au bout de la synergie, soit quand on arrive à des tours de financement qu'on peut plus suivre, mais que la synergie elle a été bien établie, elle est là, et que l'investissement n'est plus nécessaire pour la faire perdurer. Et là, on a réalisé notre métier en fait. Ce qui est aussi de nature à rassurer l'entrée d'un corporate venture dans une startup. Mhm. On pourrait parler des heures des différences entre les fonds VC et les CVC. C'est passionnant. Moi, évidemment, je suis très en faveur des CVC pour tous les points que vous dites sur l'alignement stratégique, en fait. Mais il y a quand même un point commun entre les deux, c'est que vous avez chacun une thèse d'investissement. Et fatalement, un CVC, pour un CVC, la thèse d'investissement est liée à la stratégie du groupe sous-jacent, je veux dire. Et cette thèse d'investissement, elle conditionne l'efficacité d'un deal flow, hein, donc le fait d'atteindre les bonnes startups, les bonnes ventures qui contribuent à la réalisation de cette thèse. Et c'est un peu un gros cas, en tout cas dans le monde des VC, c'est d'assurer un deal flow de qualité par un écosystème efficace et bouillonnant ou par d'autres moyens pour lesquels la data et l'IA maintenant peuvent aider. Donc ma question à chacun d'entre vous maintenant, qui sera la dernière, c'est comment est-ce que vous assurez en fait un deal flow de qualité pour optimiser le temps passé à l'analyse, puisque analyser des mauvais candidats, c'est de la pure perte. Justement, et on peut continuer avec vous, Yann, comment est-ce que c'est organisé chez Euh, alors, ce que je voudrais rappeler en amont, et puis je vais venir directement à la question, mais c'est important parce qu'on a tendance, nous, en Europe, souvent à se flageller et à regarder les États-Unis comme le Graal, et c'est parfois vrai. Mais ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que l'écosystème de l'innovation en Europe s'est profondément développé ces 10 dernières années. Et c'est un lien direct avec le deal flow de qualité, c'est-à-dire qu'avant, on était obligé d'aller chercher aux États-Unis. Nous, d'ailleurs, on avait aussi un bureau aux États-Unis, à Palo Alto, et on a décidé de le fermer il y a 2 ans parce que la qualité du deal flow et le développement de C'est l'écosystème en suffisant Europe, là-bas. ouais, Ouais. voilà, exactement, était suffisant. Aujourd'hui, en France, hein, la France, c'est le troisième pays en termes de dépôt de brevets issus de la recherche publique. Et Mhm. ça a un impact direct sur la qualité du deal flow, notamment dans les deep tech. Alors, c'est un autre sujet, mais c'est quand même un fait marquant. C'est-à-dire que l'innovation en Europe et en France particulièrement, elle est très riche. Et donc aujourd'hui, on a un terrain de jeu qui est vraiment très fertile euh, et qui nous permet de nous sourcer de manière de qualité. Et alors pour revenir à la qualité du deal flow, un deal flow c'est une histoire. Le deal flow de qualité il met du temps à se constituer et c'est une progression. Donc nous au départ on l'a constitué en investissant dans des fonds d'investissement, hein, des fonds de corporate venture parce qu'il fallait créer euh, des liens dans l'écosystème, se faire connaître, apprendre notre métier aussi. Et donc, c'était la première phase de sourcing. Et quand on commence à faire des deals, à, à avoir un track record positif, le deal flow petit à petit qu'on commence à venir naturellement. Et par ailleurs, on commence à affiner aussi sa thèse d'investissement. On communique hein, sur plusieurs médias, LinkedIn, vous, le podcast. Voilà, je viens aujourd'hui ici aussi
pour alimenter mon deal flow. Tout, Avis à toutes les... le site internet qu'on a constitué aussi est une source importante. Et donc ça, c'était la phase 2. Donc assez classique, c'est-à-dire une phase de marketing assez classique qui fait suite à des transactions qui permettent de nous crédibiliser. La phase 3 qu'on démarre, ça va être utiliser les nouveaux moyens technologiques et notamment la data pour essayer de se sourcer de manière encore plus efficace. Donc en testant notamment pas mal d'outils autour des brevets, euh, puisque quand on va investir dans la deep tech, la question du brevet et de l'IP est essentielle. Il faut pouvoir screener aussi tous les brevets qui correspondent à notre thèse et qui correspondent à notre cahier des charges. La data et certains outils peuvent y aider. Donc aujourd'hui, on va amorcer une troisième phase qui est celle de l'utilisation de nouveaux outils technologiques à base d'IA pour essayer d'avoir un deal flow de tout aussi bonne qualité que celui qu'on a aujourd'hui, mais qui nous prenne moins de temps Mhm. pour pouvoir consacrer le temps qu'on a, puisqu'on a des ressources limitées, à l'exécution du deal. Est-ce que c'est parce que la thèse d'investissement se précise ou se granularise et que la recherche est de plus en plus oui, précise, affinée? Est-ce que est-ce que c'est une des raisons? Je le dirais pas comme ça, non, parce que en fait, quand on est dans un grand groupe, on a une thèse d'investissement. Alors, on est une colonne vertébrale dans la thèse d'investissement, mais un grand groupe, ça évolue aussi en fonction du contexte, ça évolue en fonction d'aléas qu'il peut rencontrer dans sa vie, et donc on est aussi obligé d'être souple dans la thèse d'investissement. Par contre, la manière dont on fait notre métier, les échecs qu'on a pu rencontrer en tant que corporate venture, les succès qu'on a pu rencontrer, nous permettent d'avoir aussi une vision beaucoup plus précise de ce qu'on recherche comme qualité au sein d'une startup, ce qu'on recherche aussi en termes de propriété intellectuelle ou d'état d'avancement d'une technologie pour pouvoir travailler avec nos business units. Et c'est plutôt cette acuité dans ce qu'on recherche, nous, en termes de qualité générique, Mhm. qui permet d'aller jusqu'à l'usage de la data et d'outils plus sophistiqués pour être plus pertinent dans la recherche, plus que la thèse d'investissement elle-même. D'accord, c'est très clair. Chez NJ, Laurent? Alors nous, on a eu une histoire assez similaire à celle que vient de décrire Yann. On a commencé aussi par des fonds pour entrer dans l'écosystème. Et puis, comme l'objectif stratégique, c'est quand même de développer des collaborations, c'est plus simple d'avoir des investissements directs. Donc maintenant, c'est ce sur quoi on se focalise exclusivement. Euh, et après 10 ans qu'on a célébré l'an dernier l'existence du fonds Engine Ventures, euh, où on a pu vraiment euh, affiner l'objectif stratégique du fonds. Euh, ce sur quoi j'aimerais insister, c'est pour avoir un deal flow de qualité pour un corporate venture, ça nécessite un travail préalable assez important auprès de nos business units pour bien comprendre leurs besoins et focaliser notre recherche sur des secteurs qui les importent, qui sont les pain points ou en anglais, les plus importants pour eux. Alors, ça pour NJ, et j'imagine que c'est la même chose pour EDF. On a un deal flow naturel, beaucoup de startups viennent nous voir, mais le deal flow de qualité, il vient principalement quand nos business units travaillent déjà ou connaissent déjà des startups, euh, et aussi quand on a pu faire, nous, en amont, ce travail de précision du besoin du secteur et de la business unit. Et donc, on va nous-mêmes chercher et cibler des secteurs sur lesquels on pense intéressant d'investir. Et c'est là où des outils de data, comme ceux de Novable qu'on a pu utiliser, peuvent être utiles. C'est-à-dire, ça nous permet un ciblage et un scouting euh, tout de suite précis au point d'intérêt de nos business units. Aujourd'hui, on scoute 300 startups par an. Euh,
pour faire entre 3 et 5 investissements. Donc, effectivement, ça nécessite d'être très précis, d'être très pointu sur notre besoin opérationnel au service de nos business units. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites parce que il y a certainement une tendance au sein des fonds de corporate venture à élargir leur mission et donc quelque part monétiser les startups qui sont scotées mais qui ne sont pas investies. Parce qu'elles peuvent aussi rendre service directement à des business units sur des projets qui ne sont pas liés à l'investissement, mais purement à l'innovation. Et dans vos discours à tous les deux, on se rend compte du lien très fort qu'il y a entre l'investissement du CVC et l'innovation du groupe. Et je pense que cette tendance ne peut que se renforcer à l'avenir. Le jour où les startups pénétreront les murs des entreprises pour travailler sur des projets concrets, directs, un peu partout, ben, voilà, on aura fait un grand pas. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Ça illustre bien ce qu'on avait discuté avec Yves au début de podcast. Et puis, ce fut un plaisir d'avoir deux représentants de la place, pionniers aussi. Donc, merci Yann, merci Laurent. Merci. Merci. Voilà, merci à tout le monde.